Désignation de membres du bureau de la CENI, très cité, M. l'abbé Malou Malou des années CEI va revenir au même poste. Même avec le déploiement de la brigade à l'Est, le M23 est invité à revenir sur la table des négociations à Kampala, la crise à l'Est n'étant pas que militaire. Antena, le journal John Ngomboa. Vous suivrez en page magazine et enfin de journal la communication de Louis Koyagalo, candidat gouverneur de la province de l'Équateur. Madame, monsieur, bonsoir. Ce mercredi soir est une soirée de long couteau au cours de laquelle il y aura des victimes parmi les candidats au bureau définitif de la CENI restructurée. Peu seront élus, comme dit la Bible. En tout cas, la certitude est que jeudi, la plénière de l'Assemblée nationale va trancher dans le vif. Pour ce soir, Nadia Koulenfouka et Blaise Lunda vous donnent un aperçu des supputations dans le couloir de l'hémicycle. L'opinion nationale congolaise est dans la fièvre, attendant connaître les 13 membres, dont 7 du bureau et 6 de la plénière à la future Commission électorale nationale indépendante CENI. La désignation se passera à l'Assemblée nationale jeudi 6 juin 2013, où les élus députés nationaux vont statuer sur le choix de ces 13 oiseaux rares. Ils savent a priori être compétents, intègres, capables de réussir à offrir aux Congolais des bonnes élections reflétant le vœu de la population. De couloir du Palais du Peuple nous renseigne que l'abbé Malou Malou va revenir à coup sûr au poste du président de la future CENI. En effet, son nom bien connu de Congolais depuis la CEI a été le seul à avoir été envoyé par le groupe de structures qui traite la thématique religion. Autre nom très cité, celui de Rémi Massamba, cadre de l'UDPS, lui est présenté au poste du rapporteur à la future CENI. Gustave Omba, autrefois député national, serait lui membre de la plénière au sein de la prochaine structure organisatrice des élections en RDC. Les Palou auraient déjà opté pour le poste de questeur et le MLC aurait envoyé le nom de Michel Kabea pour la questure adjointe. Dans tous les cas, ce n'est plus qu'une question de heures. Qui vivra verra. Vous l'avez suivi, l'abbé Apollinaire Malou Malou est pressenti président de du bureau de la CENI restructurée. Eh bien, pour la plateforme politique FAC et opposition, l'abbé Malou Malou n'est ni plus ni moins qu'une pilule amère. Les propos de Jean-Pierre Lissanga Bonganga sont recueillis par Sylvain Kapombo Bosingeli. Les informations fiables en possession des forces acquises du changement, opposition, FAC opposition en sigle, renseignent que la nouvelle CENI est composée comme suit. Président, M. l'abbé Malou Malou, société civile de la majorité présidentielle. Vice-président, M. Mpungwe, PPRD de la majorité présidentielle. Rapporteur honorable Rémi Massamba, IDPS FAC opposition. Rapporteur adjoint Koukatoula Palou majorité présidentielle. Questeur Chantal Ngoï majorité présidentielle. Questeur adjoint Madame Michbié MLC et alliés opposition. Les FAC opposition sont révoltés, dégoûtés et écœurés par l'acharnement sans vergogne du président de l'Assemblée nationale, M. Obé Minakou, qui, toute honte but, avalise la désignation controversée de l'abbé Malou Malou de triste mémoire au poste de président de la nouvelle CENI. Poste réservé à la composante société civile. Alors que de notoriété publique, l'abbé Malou Malou excelle dans l'activité politique avérée pour les comptes de la majorité présidentielle. Avaliser la désignation de l'abbé Malou Malou, c'est accepter que la majorité présidentielle préside la CENI en lieu et place de la société civile. C'est violer intentionnellement dans son esprit et dans sa lettre la nouvelle loi sur la CENI. Voilà, chacun y va donc de son refrain.
Si le 6 juin est une date butoir pour la désignation du bureau de la CENI restructurée, eh bien, avant le 7 juin ne sera pas égal après cette date à l'Équateur. Dans cette province, je vous l'ai dit en ouverture, eh bien, il y aura élection d'un nouveau gouverneur. Parmi les candidats, lui, Koyagalo, qui se présente comme un candidat sérieux et qui propose son projet de société dont vous allez suivre un extrait tout de suite. Nous sommes dans la province de l'Équateur, plus précisément à Mbandaka, où 25 candidats sont en pleine campagne pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la dite province, prévue le 7 juin 2013. Parmi eux, Louis-Alphonse Koyagalo, candidat de la majorité présidentielle. C'est le 3 juin 2013 que ce vertébré de la territoriale s'est présenté à l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour dévoiler aux 148 élus du peuple son projet de société pour le développement de la province qu'il a vu naître. Pour lui, avant le 7 juin ne sera pas égal après le 7 juin 2013. Après le 7 juin ne sera plus comme avant le 7 juin. Honorable président, honorable du bureau, honorable député, l'état désastreux que vient de dépeindre mes frères de l'Équateur qui ont défilé devant vous m'inspire une question, un ensemble de questions, une démarche qui finalement m'amène à poser des questions, à nous interpeller devant cet état des lieux délabré. La balle est dans les camps des grands électeurs qui devront opérer un choix judicieux pour l'intérêt de fils et filles de l'Équateur. Mercredi, c'est un jour culte à la MONUSCO, conférence de presse habituelle. Aujourd'hui, il a été question des actions de la brigade d'intervention dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Mami Tambou et Pepito Matondo. La confusion a semblé gagner les esprits de journalistes ce mercredi lorsque le porte-parole ad interim de la MONUSCO a déclaré que le M23 ne sera pas attaqué par la brigade d'intervention à condition que ces éléments sur le terrain ne dérangent plus la quiétude de populations civiles. Touré Penanini voulait juste inviter de nouveau la mutinerie à la table des négociations à Kampala, car a-t-il dit, la solution à la crise sécuritaire dans l'Est est aussi politique, pas seulement militaire. Pas les attaquer là où ils sont. Vous savez, la brigade est là, encore une fois, pour neutraliser ces forces-là qui vont s'en prendre aux populations civiles. Si elles restent cantonnées là où elles se trouvent et qu'elles ne dérangent personne, je ne vois pas pourquoi la brigade d'intervention, la force de la MONUSCO, chercherait à les déloger. L'action de la brigade d'intervention s'effera dans plusieurs phases jusqu'à conquérir les zones sous occupation de groupes armés, en croit le porte-parole militaire, le lieutenant Félix Prosper-Bass. Mardi 4 juin, quelques éléments d'entre elles ont été intégrés dans la patrouille avec la MONUSCO de la ville de Goma. Sur le plan humanitaire, le paludisme et la rougeole ont refait surface de la province orientale. Eh bien, repartons au Palais du Peuple, cette fois-ci à la Chambre haute, au Sénat. Ce mercredi 5 juin, la plénière a été consacrée au débat autour du projet de loi portant création et organisation de l'ordre national des commissaires aux comptes et experts comptables en RDC. Ce projet de loi fait suite aux différentes recommandations formulées lors des assises organisées dernièrement pour le coulage des recettes de l'État. Une réalité déplorable tout de même renseigne qu'en RDC, les trésors publics peuvent faire beaucoup d'argent, mais faute d'un système d'orientation harmonieuse des recettes de l'État, des grosses sommes d'argent échappent au contrôle des services de l'État et reviennent aux tiers. Les projets de loi portant création et organisation de l'ordre national des commissaires aux comptes et experts comptables en RDC viendra renforcer la transparence dans la gestion des services entreprises de l'État. Vous le savez, le Premier ministre Matata Ponyo a inauguré hier mardi à Lubumbashi, a réceptionné hier mardi à Lubumbashi 9 locomotives
de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Ces machines ont été financées par la Banque mondiale en grande partie dans le cadre du projet des transports multimodal. C'est un reportage de Jean-Louis Miasekam. Réception solennelle ce mardi 4 juin 2013 par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon de 9 locomotives acquises par la SNCC par un financement de la Banque mondiale et du gouvernement congolais. Cérémonie qui s'est déroulée dans les installations de la SNCC en présence de 7 membres du gouvernement central au milieu de plusieurs autres notabilités. Le tout ponctué par les allocutions successives de l'administrateur délégué ad intérim de la SNCC, du chargé des opérations de la Banque mondiale. Je suis tout d'abord fier de représenter la Banque mondiale à cette cérémonie qui pour nous est symbolique à plus d'un titre. Nous avions titré dans une tribune récente qu'il existait des signes sans équivoque qui indiquaient que la RDC avait tourné le dos aux années perdues. Les années perdues, ce sont des années de croissance négative et que les résultats concrets de l'action des autorités et du gouvernement sont de plus en plus visibles. Du gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué. C'est donc avec satisfaction que la population du Katanga, en général et les cheminots en particulier, accueillent l'arrivée de ces 9 nouvelles locomotives qui constituent avec éloquence la concrétisation des lignes de promesses fermes du chef de l'État, ainsi que de l'allocution du ministre national de Transport qui annonçait, entre autres, la disponibilisation d'un mois de salaire au bénéfice des cheminots dès ce jour, l'équivalent de 3 900 000 $ américains par le gouvernement central. Puis suivront la visite des nouvelles locomotives, la remise par le Premier ministre du bâton pilote, la visite du chantier de l'usine de fabrication des traverses, le magasin d'approvisionnement. C'est des images de nos confrères de la presse proche de la primature. Vous le savez, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'environnement placée sous le thème « Penser, manger et préserver ». Et ceci dans le cadre de la campagne contre les gaspillages alimentaires qui a pour objectif d'encourager les peuples à réduire leurs empreintes écologiques. Le secrétaire général des Nations Unies, dans son adresse, a souligné que nous vivons dans un monde d'abondance où la production alimentaire dépasse la demande, mais où 870 millions de personnes sont sous-alimentées et où les retards des croissances des enfants est une pandémie silencieuse. Alors, pensez avant de manger et aidez à préserver votre environnement. À propos d'environnement, eh bien, la République démocratique du Congo est riche en biodiversité et notamment en réserves naturelles. 9 parcs nationaux et une soixantaine de domaines de chasse et réserves sont gérés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. La rédaction de Antenne A vous les présente dans ses commentaires. Avec plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo est le 3e pays du continent africain de par sa superficie et compte une population d'environ 70 millions d'habitants. L'esprit de conservation de la nature mené au Congo depuis 1960 qui inclut les rivières, le fleuve, les animaux, les lacs, les volcans, les montagnes, les plaines et les forêts qui ont permis au Congo d'être compté parmi les poumons écologiques de la Terre. Les parcs de la République démocratique du Congo sont dotés d'une exceptionnelle faune et flore. L'on peut citer le parc national de la Garamba, de Kaouzi-Biega, de Koundelungu, la Maïko, de la Lomami, de la Salonga, de Lupemba, de Virunga et le parc marin de Mangrove. Cependant, avec les multiples guerres que connaît le Congo démocratique, les parcs congolais sont victimes du braconnage et d'autres abus qui en découlent. Santé, d'origine virale ou bactérienne, la méningite atteint souvent les enfants en bas âge. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie? Quel traitement, mais surtout comment prévenir cette maladie? Les réponses dans ces commentaires de Patricia Basso.
La méningite est une inflammation de méninges qui sont les membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière, le plus souvent d'origine infectieuse. Il existe sous deux formes, les méningites virales et les méningites bactériennes. Pour savoir de quel type de méningite s'agit-il, le médecin pratique en urgence les examens permettant de les déterminer. Les méningites virales et bactériennes sont contagieuses, même si elles ne le sont autant que le rhume et la grippe. Elles peuvent être transmises par les gouttelettes et sécrétions respiratoires lors de contacts étroits comme les baisers, les éternuements ou la toux sur quelqu'un. La méningite virale est généralement causée par les entérovirus et le plus souvent propagée par contamination fécale. Pour certaines causes, la méningite, la prophylaxie peut être fournie dans le long terme avec le vaccin ou à court terme avec des antibiotiques. En cas de méningite à méningocoque, un traitement prophylactique de contact étroit avec des antibiotiques comme le rifampicine, ciprofloxacine ou ceftriaxone peuvent réduire le risque de contacter la maladie, mais ne protègent pas contre les futures infections. Dur à prononcer, hein, n'est-ce pas, Patricia? Débuté lundi, la formation des journalistes sur les médias sociaux s'est clôturée cet après-midi au Centre culturel américain dans la commune de La Gombe, organisée par la section des affaires publiques de l'ambassade américaine en RDC. Cette formation a permis aux participants de se familiariser avec les réseaux sociaux et de créer et de les utiliser pour une fin professionnelle. Mami Tambou, Duzen Belebele. Cette formation de 2 jours sur les médias sociaux a été théorique et pratique, c'est-à-dire que les journalistes de Kinshasa ont suivi le fonctionnement de quelques réseaux sociaux et profité pour créer leurs comptes et pages de partage professionnels. Un motif de satisfaction pour la formatrice Renée Kaplan, journaliste franco-américaine à Paris. J'ai trouvé des journalistes qui avaient très envie, qui étaient très enthousiastes, qui savaient qu'ils avaient besoin de comprendre mieux un élément de vrai journalisme. Les 3 réseaux sociaux, c'était donc Twitter, Facebook et LinkedIn. Et tout simplement parce que c'est les 3 réseaux sociaux sur lesquels aujourd'hui il y a le plus de personnes. La profession de journaliste exige d'être à la page comme l'est l'actualité et le module suivi a été d'un grand intérêt pour les participants. C'était vraiment une formation enrichissante. Donc ça va permettre non seulement de poster des informations mais de bien le faire avec les normes. Ces genres d'informations en réalité ça devait être nos médias respectifs qui devaient l'organiser pour nous journalistes qui œuvrons dans ces organes de presse. Les médias sociaux aujourd'hui est incontournable. J'ai appris par exemple comment optimiser ma page Facebook professionnelle. J'en avais déjà, mais je ne savais pas comment l'optimiser. La remise des attestations a sanctionné cette formation, place à l'assiduité des journalistes pour être actifs dans ces médias sociaux. Je voulais annoncer en ouverture, je vais vous laisser suivre l'essentiel du projet des sociétés de Louis Koyagalo, candidat au gouverneur à l'Équateur. Il s'était exprimé devant l'Assemblée provinciale de l'Équateur en Mbandaka. Les détails avec Solange Kouel. Nous sommes dans la province de l'Équateur, plus précisément à Mbandaka, où 25 candidats sont en pleine campagne pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la dite province prévue le 7 juin 2013. Parmi eux, Louis-Alphonse Koyagalo, candidat de la majorité présidentielle. C'est le 3 juin 2013 que ce vertébré de la territoriale s'est présenté à l'Assemblée provinciale de l'Équateur pour dévoiler aux 148 élus du peuple son projet de société pour le développement de la province qu'il a vu naître. Pour lui, avant le 7 juin ne sera pas égal à après le 7 juin 2013. Je voulais également vous remercier, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, pour m'avoir offert cette opportunité de parler à notre peuple aujourd'hui attentif. Il garde de l'espoir que après le 7 juin ne sera plus comme avant le 7 juin. Honorable président, honorable du bureau, honorable député, l'état désastreux que vient de dépeindre mes frères de l'Équateur, qui ont défilé devant
délabré. Ce désastre, que dis-je, ce sinistre. Où sommes-nous les enfants de l'État? Où sommes-nous lorsque, ici à Mbandaka, la ville capitale de notre province, nous dormons dans l'obscurité? Et nous nous réveillons sans eau potable dans les robinets. Où sommes-nous lorsque une érosion irréversible, que dis-je, des érosions irréversibles, attaquent impitoyablement la ville de l'Isala que je connais, la ville de Boendé, héros de la cité de Mumbai? Où sommes-nous? Où sommes-nous lorsque partir de Gemena jusqu'à Mumbai devient un parcours de combattants? Où sommes-nous lorsque les écoles, là où nous préparons la sève appelée à nous remplacer, en désuétude? Où sommes-nous lorsque les hôpitaux de notre province sont devenus des mouroirs, sans équipement, sans médicaments, sans médecin parfois? Où sommes-nous? Où sommes-nous si parcourir Mumbai pour aller à Zongo ne peut accepter aucun véhicule, sauf de tous les cas? Qu'est-ce que nous faisons de notre province? Qu'est-ce que nous avons fait de notre province? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Où sommes-nous si aujourd'hui partir d'un point à l'autre de notre province sur une distance parfois de 300 km, ce sont des convois de tous les cas, surchargés, parfois de 30 personnes, de 40 vélos, de 50 vélos, pour évacuer la production de notre peuple laborieux. Nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés. Où sommes-nous? Comme un petit exemple que mon frère ici qui m'a donné tout à l'heure, en disant qu'il y en a qui n'ont aucune attache à la province. Lorsque j'ai tenté de construire une maison que j'ai achevée à Mumbai, un sac de ciment m'a coûté $60, bien compté. L'état de notre province est décrit par un record négatif. Nous sommes les derniers en tout. Triste record. Alors que nous avons des potentialités énormes. Notre peuple laborieux produit de riz, produit de maïs, produit des arachides. Nous avons une potentialité énorme dans la Chopin, dans l'Équateur. Nous avons notre riz à travers toute la province, dans chaque territoire. Mais les routes pour y accéder, allons-nous continuer à regarder mourir notre province de cette façon-là? Où sommes-nous lorsque, aujourd'hui, notre peuple croupit dans la misère? Et je vous dis, j'ai eu des larmes aux yeux lorsque je suis parti de Gemena en passant par Karawa pour arriver à Mumbai. J'ai trouvé que nous avons encore des maisons abrissées de la forme circulaire où vivent péniblement nos paysans. Où sommes-nous lorsque nous voyons dans ce même cours d'eau, un ruisseau, dis-je? Vous avez d'une part la population des riverains qui se lave et d'autre part, on prend de l'eau pour aller boire. Pas d'eau potable. Nous sommes. Ces questions doivent nous interpeller pour que nous soyons lucides. Honorable président, honorable membre du bureau,
Louis-Alphonse Koyagialo estime que l'avenir de cette province dépend du choix qui sera fait en ce jour sacré. Aujourd'hui, c'est un jour sacré pour notre peuple qui attend dans l'espoir que le 7, notre peuple voudrait qu'il y ait un espoir de relance, un espoir d'une vie nouvelle, un espoir pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je suis venu, honorable président, qu'il est possible de mieux faire. Il est possible de mieux faire, à condition de faire un choix, de savoir faire un choix, de savoir choisir. C'est lui qui peut redonner l'espoir à notre peuple, aux Équatoriennes et aux Équatoriens. La balle est dans le camp des grands électeurs qui devront opérer un choix judicieux pour l'intérêt des fils et filles de la province de l'Équateur. Nous allons à présent lire la presse parue ce matin à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Sylvie Mboula. Bonsoir. Les journaux parus dans la capitale ce mercredi sont revenus dans leur quasi-totalité sur la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Plus que 48 heures pour dresser la liste définitive, note des dépêches de Brazzaville. Faisons l'économie du rapport de consultation de toutes les composantes devant faire partie de l'institution électorale. Le président Obaminaku a laissé entendre certains noms prêts à controverse et sont l'objet de contestation. C'est la majorité. Les candidats désignés semblent avoir reçu le quitus de leur père, à quelques exceptions près. Il n'en est pas le cas à la société civile et à l'opposition. Le grand challenge va se déclarer au niveau du perchoir de la CENI, convoité notamment par Jérôme Bosso, Abbé Malou Malou, l'imam Tchèque Abdallah et le pasteur Ngalassi. Jamais 203 s'interroge phare pour le 13 poste à pouvoir à la CENI. Le poste le plus convoité et envieux au sein de la CENI est celui du président du bureau de cette institution. Malheureusement, ces deux premiers pères animateurs ont laissé dans l'opinion tant nationale qu'internationale l'image de personnages ayant travaillé sous la totale dictée des décideurs politiques et géré le fonds public ainsi que des contributions financières des partenaires extérieurs dans l'opacité la plus totale. En effet, l'abbé Apollinaire Malou Malou de l'Église catholique comme le pasteur Daniel Ngoïmoulunda de la communauté protestante ont aligné la triste palmarès d'élections non apaisées, non libres et non transparentes. Sous les mandats de l'un et de l'autre, à la CI et à la CENI, les élections présidentielles et législatives étaient entachées de scandaleuses tricheries. Un prêtre et un pasteur ayant déjà gaffé en se mettant au service des individus, l'on pense qu'un troisième ne va pas faire mieux. La prospérité, pour sa part, rapporte que hier lundi, le président Obaminaku, après avoir expliqué la démarche ayant conduit à la désignation par les composantes de ses 13 membres, le président de la Chambre basse a signalé l'existence de certaines appréhensions au sein de certaines composantes et a promis d'éviter tous ces litiges aujourd'hui 5 juin par un arbitrage pour que demain 6 juin, qu'il dévoile le nom et les personnes afin que l'auguste assemblée procède à leur entérinement en prenant acte de la composition de cette institution d'appui à la démocratie. Et le guide qui ajoute que parmi les difficultés à surmonter figure en bonne place celle liée à la représentativité nationale. Restons toujours dans le chapitre des élections pour vous dire que le palmarès renseigne que la majorité présidentielle est en difficulté à l'Équateur en marche de l'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Comment s'est effectué le coaching au niveau de la majorité présidentielle qui a juré à l'autorité morale que les tickets alignés pour la course au gouvernement de l'Équateur étaient le mieux indiqués? Les nouvelles sur le terrain font douter le plus avisé quant à l'issue des scrutins à l'Équateur. Des opposants placés en embuscade menacent sérieusement les choses du camp présidentiel. Si la dernière évaluation faite par des analystes au démarrage de la campagne électorale en Mbandaka permet d'envisager un second tour. Mais ce dernier risque de se jouer exclusivement entre les deux candidats de l'opposition. Le pion de la majorité présidentielle étant menacé de se voir
voir relégué en 3e position. Terminons avec la référence plus qui revient sur l'arrivée à Goma des tiers de l'effectif de la brigade d'intervention. Le tiers des effectifs de la brigade est déjà sur place, a déclaré le mardi 4 juin à l'AFP le lieutenant-colonel Prosper Bassé, porte-parole militaire de la MONUSCO. Cette brigade doit être constituée de 3069 hommes fournis par le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Les élèves finalistes du cycle primaire en République démocratique du Congo passeront demain, jeudi 6 mai, sur toute l'étendue du territoire, les épreuves sanctionnant ces niveaux d'études. Les tests nationaux des fins d'études primaires appelés TENAFEP à Kinshasa. Plus de 6000 élèves participeront. Le pouvoir organisateur du TENAFEP a porté une innovation à l'organisation de ces tests nationaux. Il s'agit de la composition d'un test unique national à proposer à l'ensemble des finalistes du primaire, lesquels tests et les résultats d'un pré-test qui a été organisé dans quelques écoles. Demain 19h, vous retrouverez Dieu merci Nzob qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire donc, Dieu merci. À 7h30, vous aurez rendez-vous avec Nadia Koulenfouka. Bonsoir.